Street. Donc, bonjour à toutes, bonjour à nos sœurs francophones qui nous rejoignent aujourd'hui. Je m'appelle Valendiane Sobroido. Je suis la fondatrice et la directrice exécutive de Zara Stream. Bienvenue à notre première discussion du Be You Powerfully de Zara Stream en français. Aujourd'hui, nous allons engager un thème très important pour les jeunes femmes: comment construire une carrière dans une organisation internationale, avec une conférencière extraordinaire, notre grande sœur Fatimsi Hassan du NEPAD. Avant d'aller dans la discussion, vous devez certainement vous demander qu'est-ce que Zara Stream. Zara Stream est une communauté de femmes ayant un objectif commun: bâtir un changement positif dans la vie d'autres jeunes femmes, des jeunes femmes du monde entier. Notre vision est très claire et se décline en 4 piliers. 4 piliers clés pour démarrer sa carrière et devenir la meilleure version de soi-même à travers l'opportunité. On sait combien les jeunes femmes ont du talent et que les opportunités manquent, parfois par manque d'information, par manque d'accès et par manque de networking. Donc, créer l'espace nécessaire afin d'accéder et de découvrir les opportunités. Le deuxième pilier est le rôle modèle. On sait très bien qu'il est très difficile de devenir ce qu'on ne voit pas. Et la vision de Zara Stream est de s'assurer que chaque jeune femme puisse voir, entendre, sentir les autres femmes qui arrivent à changer le monde autour d'elles. Le troisième pilier, c'est la confiance en soi. On sait combien c'est difficile d'avoir confiance en soi dans un monde qui nous rappelle chaque jour que nous ne sommes pas à notre place. Et le quatrième et dernier pilier, c'est le Power Jacket. Et donc, cette solidarité entre femmes pour pouvoir avoir accès à des vêtements professionnels pour les interviews, pour accéder à son premier job. Et donc, quelles sont nos actions? Nous avons un programme de mentorat, Young Women with Dreams, ou bien les jeunes filles avec des rêves, pour vous accompagner dans vos vies personnelles et professionnelles. Nous avons une série de conférences, le Be You Powerfully, au contact d'experts de tous bords, prêts à vous présenter leurs activités et à répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de lancer le Be You Powerfully francophone avec notre grande sœur Fatih, qui va nous parler de comment bâtir sa carrière en tant que jeune femme dans une organisation internationale. Nous avons aussi une série d'articles, Voices of Positive Change, qui donne la voix aux actrices du changement positif, celles qui façonnent notre monde aujourd'hui et de demain. Nous avons une communauté très dynamique. Vous pouvez la rejoindre sur Twitter, sur Mighty Networks, et je suis sûre que notre coordinatrice francophone, Madiola, partagera avec vous tous les détails afin que vous puissiez participer à nos différentes plateformes. Pour en savoir plus, nous vous invitons à rester connectés. Cette communauté, c'est la vôtre. Bienvenue et merci. Nous sommes très heureux de lancer Zara Stream en français. Merci. Bonjour à tous, c'est un honneur de vous recevoir sur cette première discussion en français, comme l'a précisé Verlaine. La discussion en français, c'est une manière de permettre de diffuser les informations, de donner accès à tous les supports que nous proposons, également aux francophones, que la langue ne soit pas une barrière et que nous puissions nous entraider et aussi partager nos expériences. Alors, comme l'a dit Verlaine, on va recevoir donc Fatih aujourd'hui, qui est superviseur développement du capital humain et des instituts au sein du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, communément connu comme NEPAD. Vous avez sans doute entendu parler de ça et le thème de notre discussion, c'est évidemment les jeunes femmes et à savoir comment elles peuvent bâtir une carrière fructueuse au sein des organisations internationales. On va pouvoir écouter Fatih, partager son expérience, mais aussi ses conseils avisés, parce qu'elle a une expérience assez intéressante et qui, selon nous, peut bénéficier à beaucoup de jeunes femmes, que ce soit en termes d'insertion professionnelle ou même de préparation au niveau de vos études, si vous êtes en cours d'études. Zahara, c'est une plateforme qui est ouverte à tous. Donc, sachez que vous êtes ici comme chez vous. On s'appelle souvent ma chère sœur, mes sœurs. Donc,
enlevez vos chaussures, asseyez-vous, rejoignez-nous, asseyez-vous autour de la table et soyez vraiment confortables. On est entre nous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. On est vraiment là pour s'entraider et se surélever. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Fatih qui va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. Par la suite, je vais lui soumettre les questions que j'ai reçues par email et puis elle répondra à chaque question et puis par la suite, on pourra rebondir sur ses derniers conseils. Voilà. The floor is yours. Merci beaucoup, Madioula. Merci, Verlandiane. Merci à toutes celles qui se sont connectées aujourd'hui. Donc, comme Madioula le disait, je suis Fatih Mehdi Hassane. Je travaille, la plupart d'entre vous me connaissent, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je travaille pour l'Agence de développement de l'Union africaine, EUD et NEPAD. Et mon rôle, c'est de coordonner la conception et la mise en œuvre de programmes de développement pour les 55 États membres de l'Union africaine. Je suis arrivée au NEPAD il y a 4 ans et demi. Avant ça, je travaillais en France. J'ai travaillé en France d'abord dans le conseil, en management, ensuite en entreprise où je mettais en œuvre des programmes. Alors, pour le coup, pas des programmes de développement, des programmes plus orientés business, mais les principes de gestion de programmes sont plus ou moins les mêmes. En termes de cursus académique, je suis diplômée de l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey, où j'ai eu un DUG en économie avant d'entrer à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur des travaux statistiques. Et à la suite de ça, je suis partie faire un MBA en France à l'ESSEC. Donc, j'ai un parcours qui est assez peu commun. En tout cas, ce n'est pas le parcours qu'on imagine quand on pense à une diplomate. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, ça fait partie des parcours qui sont tout à fait courants, en tout cas de plus en plus courants. Alors, je voudrais vous présenter très rapidement ce que j'ai préparé pour vous. Et puis, on aura l'occasion d'aller plus dans le détail avec vos questions. Mais je voulais d'abord vous aider en vous disant que la première étape, si vous voulez travailler dans une organisation internationale, c'est déjà de formuler son plan de carrière. Et effectivement, formuler son plan de carrière, c'est-à-dire identifier quels sont les scénarios qui sont plausibles à partir du point où je suis. Donc, je suis à un point A, j'aimerais aller à un point B, qui va être un poste dans une organisation internationale. Quels sont les scénarios qui sont plausibles pour m'aider d'aller de ce point A à ce point B? Alors, effectivement, comme je le disais, c'est mieux d'imaginer ces scénarios lorsqu'on est en début de carrière, voire même quand on est étudiante, voire même quand on est au stade de formuler son parcours académique. Mais c'est possible à chaque étape de sa carrière. En fait. Comme je le disais, moi j'ai travaillé dans le privé. J'ai des collègues qui ont aussi travaillé dans le privé, que ce soit à l'Agence de développement de l'Union africaine ou même à la Commission de l'Union africaine. Dans le système des Nations unies, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont d'abord travaillé dans le privé, dans des secteurs complètement différents. Donc, il faut savoir que c'est un univers qui est assez ouvert, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Donc, vous vous dites, voici ce que je fais aujourd'hui. Quelles sont les passerelles qui sont les plus probables? Je fais du droit. Alors, quelqu'un m'a dit comment me réorienter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se réorienter. On est dans un domaine, on s'imagine que les organisations internationales, ce n'est que travailler sur le terrain, ce n'est que du multilatéral, ce n'est que de la gestion de programme. Non, les organisations internationales, ce sont des organisations comme toutes les autres. Donc, il y a toute une palette de métiers qui sont demandés. Je suis dans le droit, par exemple. On aura toujours besoin d'unités qu'on appelle chez nous legal. Donc, je n'ai pas forcément besoin de me réorienter pour aller dans une organisation internationale parce que toutes ces organisations
ont besoin de personnes qualifiées en droit. Je vois quelqu'un qui est connecté, qui est une grande experte en data, et que j'encourage souvent à regarder un peu les offres d'emploi. On a aussi besoin d'experts en data dans ces organisations internationales. Donc déjà, regardez quel est le mouvement latéral qui me permet de capitaliser sur mon expérience aujourd'hui. Ça, c'est le plus facile. Ensuite, il y a la reconversion. Donc, comment je peux… moi, je veux absolument faire quelque chose de complètement différent, où j'estime que dans mon domaine, il n'y a pas assez d'opportunités qui puissent m'aider à développer des scénarios plausibles. Donc, je veux vouloir me reconvertir. Là, on arrive, quand je parle de reconversion, on arrive à la gestion dynamique de son parcours. Si vous faites attention aux mots que j'ai utilisés, j'ai bien dit, on part d'un point A pour arriver à un point B. Donc, ce que je voudrais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que la carrière, c'est quelque chose de dynamique et c'est surtout quelque chose qui est drivé. Alors, j'ai aussi les mêmes problèmes que Verlaine, qui est aussi conduit par vous-même. C'est vous qui êtes en charge de votre carrière. Personne ne va venir vous offrir l'opportunité. Il ne va pas y avoir une rencontre qui va complètement changer votre vie. Ça n'existe pas. Les opportunités, elles vont arriver à partir du moment où vous savez quelles sont les options possibles pour vous. Parce que vous allez même passer à côté d'une opportunité sans savoir que c'est une opportunité parce que vous n'avez pas réfléchi à l'avance à quelles peuvent être mes options. Donc, vous n'arrivez pas à faire le matching entre cette potentielle opportunité et les options possibles pour moi. Donc, voyez vraiment votre carrière comme quelque chose de dynamique et surtout quelque chose dont vous êtes l'actrice principale. Une fois que vous avez identifié les différents scénarios possibles, vous identifiez également quelles sont les qualifications et les compétences critiques à obtenir. La compétence essentielle, je ne vais pas vous mentir, on me l'a demandé, la compétence essentielle, c'était vraiment l'anglais. Si vous ne parlez pas anglais, ça va être extrêmement compliqué. Je ne veux pas dire impossible, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a vu des scénarios absolument improbables qui se sont produits, que ce soit suite à des élections présidentielles ou même la situation qu'on vit aujourd'hui. Moi, je suis en confinement depuis mars, donc on vit des scénarios qui sont improbables, donc je ne veux pas dire impossible, mais pour quelqu'un travailler dans une organisation internationale sans parler l'anglais aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc, regardez quelles sont les options pour vous pour apprendre l'anglais. Donc, la personne qui m'a posé la question, comment envisager une carrière à l'international si on ne maîtrise pas l'anglais, je lui dirais, c'est un scénario qui n'est pas plausible. Donc, on le met de côté et on regarde comment je peux apprendre l'anglais. Il y a aujourd'hui plusieurs options pour apprendre l'anglais. Évidemment, la meilleure, c'est de suivre un cursus en anglais. Si on peut faire un bain linguistique, s'installer pour quelques semaines, quelques mois dans un environnement complètement anglophone pour l'immersion. Donc ça, si on a les moyens, si on a la possibilité, évidemment, c'est le mieux. Mais sinon, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. C'est suivre des formations gratuites en ligne. On va parler plus dans le détail des MOOC, des Massive Online Open Courses. Donc, il y a des formations spécifiques pour apprendre l'anglais professionnel qui sont gratuites. Il y a des podcasts. Moi, je suis une grande fan de podcasts. Donc, si on a un smartphone, que ce soit iPhone ou Android, on a la possibilité de s'abonner à des podcasts. Et je vais donner la liste tout à l'heure à la fin de la réunion de cette conférence. De mon podcast préféré, en tout cas celui que je conseille, qui s'appelle English as a Second Language Podcast et qui vous permet d'avoir tous les jours une leçon sur un thème particulier et de développer des compétences particulières. Donc, il y a les podcasts, il y a les séries télévisées. Il y a des gens qui ont appris des langues étrangères en regardant des séries télévisées en version originale. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont pratiquement appris le Wolof en regardant Maîtresse d'un homme marié. Donc, pour l'anglais, c'est possible aussi. Avec les sous-titres, on regarde et on essaie de s'immerger sans forcément avoir l'impression que c'est du travail, que c'est dur, que c'est poussif. La radio, j'ai déjà parlé des podcasts, il y a la radio, il y a les informations. Donc, au lieu d'écouter RFI, on écoute BBC. Au lieu de regarder France 24, on regarde CNN. Donc, chaque opportunité qu'on a, on essaie de voir quel est l'équivalent en anglais. Aujourd'hui, on a la chance énorme d'avoir les réseaux sociaux.
Donc, en plus de suivre nos copines, nos amis sur Twitter, on essaye aussi de suivre des gens qui tweetent en anglais ou des gens sur Facebook qui ont des pages en anglais. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne, l'anglais. Regardez ce qui vous convient le mieux par rapport à votre style de vie, par rapport à vos opportunités, par rapport à ce qui est possible pour vous. Comment améliorer votre anglais si ce n'est pas déjà le cas. Les formations, même chose. Si vous pensez qu'il vous faut absolument faire une formation, le mieux, c'est de prendre une année pour aller vous former. Si c'est possible pour vous, évidemment, si vous pouvez vous permettre de ne pas travailler pendant une année. Après, il ne faut pas négliger aussi les cours en ligne. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses universités qui proposent des masters complètement en ligne. Je parle de master parce qu'en général, les opportunités, ça commence au grade de master. Donc, si vous avez, que ce soit une licence ou un diplôme qui soit en dessous de la licence, regardez vraiment quels sont les parcours qui vous permettraient d'avoir le master. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est toujours plus facile. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec un master. Donc, soit de retourner à l'école, soit de faire un master full-time, temps complet en ligne. Et en plus de ça, il y a aussi les formations non diplômantes en ligne, toujours gratuites. Alors, il va vous falloir un certificat si vous voulez vraiment l'exploiter. Et ces certificats, en général, ça coûte entre 50 et 200 $ en fonction de là où vous êtes, vous faites la conversion. Mais c'est vraiment un investissement. N'hésitez pas à investir dans votre formation, dans votre avancement. On aime bien s'habiller, on n'hésite pas à mettre 100 000 francs CFA quand on peut dans une tenue. Donc, on peut aussi mettre 100 $, 200 $ dans une formation. Vraiment sans vouloir imposer quoi que ce soit, je pense que c'est une décision sage de se dire je vais investir 200 $ pour cette formation, avoir mon certificat et derrière avoir le retour sur investissement. Pour les cours en ligne, les masters en ligne, les certificats en ligne, il y a donc encore une fois les MOOC, les Massive Online Open Courses. Il y a Coursera, moi je suis fan de Coursera, d'ailleurs je viens de suivre une formation sur Coursera sur un domaine qui m'intéressait, mais il y en a d'autres, il y a edX, il y a donc Coursera et edX, c'est principalement en anglais, même s'il y en a avec des sous-titres, et je pense qu'il y en a quelques-uns directement en français. Mais on a dit qu'on voulait apprendre l'anglais, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il y a aussi FunMOOC, qui est une plateforme qui propose des cours directement en français. Donc ça, c'est pour les formations classiques. Maintenant, il y a d'autres formes d'apprentissage. Ne négligeons pas tout simplement la lecture. Je pense qu'il y a des ouvrages de référence, quel que soit le domaine, il y a 2 ou 3 ouvrages de référence qui vous permettent encore une fois, de vous immerger dans le sujet. Et même si ça ne vaut pas une formation d'1 an, 2 ans, une formation face-to-face, ça vous permet de mieux comprendre les grands principes du métier qui vous intéresse. Et c'est toujours bien, c'est toujours utile pour vous de continuer à lire et de continuer à apprendre, que ce soit dans votre domaine ou dans des domaines qui vous intéressent à l'avenir. En plus de ça, moi, j'aime bien aussi les chaînes YouTube. Alors, il y a plusieurs chaînes YouTube aujourd'hui qui ont été créées par des gens qui proposent gratuitement des informations sur leur métier. N'hésitez pas à les consulter. Je pense que je vais donner aussi quelques liens dans la petite fiche qui sera distribuée à la fin. Donc, j'essaie d'aller assez vite pour éviter de déborder et de gêner les organisatrices. Votre prochain job. Il faut aussi voir, comme je le disais, on revient à la question de la gestion dynamique de votre carrière. Une fois que vous avez établi ces scénarios, vous allez commencer à chercher votre prochain job. Okay? Il faut toujours voir votre prochain job comme la marche au-dessus, la marche qui vous permet d'arriver là où vous voulez aller. Ça peut ne pas être exactement là où vous voulez arriver, ça peut ne pas être exactement dans l'organisation que vous visez ou exactement le métier que vous visez, mais ça doit faire sens en termes de parcours. Ok? Donc, voyez-le toujours dans ce sens-là et pas forcément c'est le job qui paye le mieux, c'est le job qui est dans le pays le plus intéressant, c'est le job qui, je connais quelqu'un qui travaille là-bas et sa vie me fait envie. Non, regardez ça vraiment, c'est vraiment une introspection à faire et à se dire, je peux accepter ce job
dans le bureau local, si je suis, on va dire, si je suis en Guinée, je peux accepter ce job au bureau de Conakry de cette organisation ou de cette ONG. Alors, je les mets ensemble, hein, les grosses fondations, les grosses ONG. Je vais avoir tendance aussi à les assimiler aux organisations internationales parce que c'est assez, on va dire, perméable, hein, les parcours. Je peux accepter ce boulot dans le bureau local, mais je sais que derrière, si j'arrive à me faire un carnet d'adresses, un réseau, une expérience et une réputation, ça va me permettre d'aller peut-être au siège. Et du siège, ça va aussi me permettre d'aller dans l'organisation internationale que je vise. Donc, ayez vraiment cette approche de mon prochain job, c'est la marche qui est juste au-dessus et qui me permet d'atteindre le sommet. Il y a plusieurs opportunités donc comme ça, comme je le disais, qui sont par rapport à votre prochain job. Si vous n'arrivez pas à avoir un job à temps plein dans le domaine qui vous intéresse, je ne vous recommande pas de quitter votre emploi actuel. Sans être radical, essayez aussi de voir dans quelle mesure vous pouvez quand même vous construire des expériences qui fassent sens aux yeux du recruteur. Alors, ça dépend toujours du recruteur, évidemment. Mais vous pouvez aussi mettre en avant votre intérêt pour un domaine particulier, même si vous ne travaillez pas actuellement dans ce domaine-là. Moi, si je reçois par exemple le CV, on va dire, d'une contrôleuse de gestion qui travaille dans l'industrie, on va dire, dans l'industrie de l'alimentation animale, on va dire, et elle me dit qu'elle est passionnée des questions de genre. Mais je vois que toute sa carrière, ça a été contrôle de gestion dans l'industrie alimentaire animale. Et je veux dire, mais d'accord, je veux bien te croire, mais je n'ai pas de preuves, j'ai même pas d'indice qui me fasse comprendre ou toucher du doigt ton intérêt. En revanche, si je vois que cette personne, en plus de son travail, donne son temps à des organisations qui travaillent déjà dans la question du genre, que ce soit de manière on va dire plus ou moins informel. Je ne vous dis pas tout de suite de rejoindre Zahara Dream, mais vous pouvez évidemment proposer vos services à l'équipe, mais c'est vraiment juste un exemple. Ou alors, il y a d'autres opportunités. Il y a du volontariat, donc comme je le disais, du bénévolat, du volontariat pour des organisations que vous connaissez déjà. Il y a aussi un programme qui s'appelle UN Volunteer Online Volunteer Program. Donc, c'est une sorte de sites d'offres c'est pas des offres d'emploi parce que c'est du volontariat et du bénévolat. Donc, c'est un site qui met en relation des organisations qui ont été approuvées par le système des Nations Unies dans le cadre de UN Online Volunteer Program et des gens qui offrent des compétences. Donc, si vous allez demain sur le site, aujourd'hui même sur le site, vous verrez qu'il y a des propositions de collaboration, que ce soit pour 2 heures par semaine, jusqu'à, je pense, une vingtaine d'heures par semaine. Donc, moi, si j'ai besoin en tant qu'organisation de quelqu'un pour me rédiger des documents, je vais aller poster une offre une proposition de collaboration. Et vous, si vous avez des compétences rédactionnelles, vous pourrez venir postuler et on va se rencontrer. Et puis, si vous êtes un bon match, vous allez faire partie de mon équipe. J'ai personnellement utilisé ce système-là. J'ai lancé, il y a presque 10 ans, une ONG au Niger pour soutenir la jeunesse nigérienne dans le domaine des études supérieures. Et pratiquement tout ce qu'on a fait, on va dire 70% de tout ce qu'on a réussi à faire, ça a été grâce à des volontaires en ligne. Donc le logo, il a été designé par une personne qui avait des compétences en graphisme, les fiches, le site internet, les informations. Vraiment, on s'est beaucoup et on continue de beaucoup se reposer sur les volontaires en ligne. Donc ça existe, ça marche, ce n'est pas du piston et ça c'est un autre mythe qu'on va détruire aujourd'hui. Vraiment, c'est pas par piston que ça fonctionne. Il faut avoir les bonnes stratégies et j'espère qu'à la fin de cette session, vous aurez les stratégies qui vont vous permettre de dérouler votre scénario gagnant pour le coup. Donc, une fois que vous avez déterminé vos scénarios plausibles, une fois que vous avez identifié les compétences à développer, que vous êtes en train de les développer, une fois que vous êtes aussi en train de chercher soit de votre prochain job, soit que vous êtes en train de développer des expériences qui peuvent venir enrichir votre CV, vous allez vous mettre en mode veille. La veille, c'est quoi? C'est avant de se dire, je cherche un boulot maintenant, il me faut un boulot demain, et ça peut être aussi en même temps, mais ça va être de se dire,
quelles sont les organisations internationales qui m'intéressent et pourquoi. Donc, il faut les connaître. Travailler à l'Agence de développement de l'Union africaine, ce n'est pas tout à fait la même chose que de travailler à la Commission de l'Union africaine. Et c'est aussi complètement différent que de travailler aux Nations Unies, que ce soit à New York ou à l'UNESCO à Paris. Donc, il faut vraiment vous mettre en mode veille, c'est-à-dire vous vous abonnez à leur page, vous suivez ce qu'ils font, vous essayez d'en savoir plus sur les dirigeants, sur les gens qui travaillent là-bas. Vous utilisez LinkedIn pour aussi suivre l'actualité de ces organisations. Vous comprenez mieux leur mandat. Vous comprenez mieux aussi ce qu'on appelle le paysage institutionnel, c'est-à-dire comment ces organisations interagissent les unes avec les autres, comment elles interagissent avec les bénéficiaires, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des populations. Donc, il faut vraiment que vous ayez une sorte de langue étrangère. C'est comme une langue étrangère à maîtriser. Mais pour ça, il faut aussi vous immerger. Vous ne pouvez pas débarquer un jour, en tout cas, vous pouvez le faire, mais ça va se sentir. Il faut éviter de débarquer un jour et de dire « Ah, mais j'ai toujours voulu travailler aux Nations Unies. » D'accord, mais vous connaissez quoi? C'est qui le secrétaire général? Est-ce que vous savez qui est Amina Mohamed? En tant qu'Africaine, je pense qu'on doit savoir qui est Amina Mohamed si on veut travailler pour les Nations Unies. Si vous ne le savez pas encore, ce n'est pas grave, mais je sais que vous allez faire la recherche. Donc voilà, essayez vraiment de vous immerger, de comprendre aussi ce que disent les gens qui travaillent là-bas, comment ils le disent, parce que n'oubliez pas qu'un emploi, c'est vraiment un match entre vous et l'organisation. Il y a des organisations pour lesquelles, moi, je sais personnellement que je ne pourrais jamais travailler, parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient là-bas, et la manière dont ils parlaient de leur organisation, la manière dont ils parlaient eux-mêmes de leur travail là-bas, ce n'est pas en ligne avec mes valeurs, avec la manière dont je veux travailler. Donc, ne vous dites pas que travailler dans une organisation internationale, c'est le must et elles se valent toutes. Ce n'est pas vrai. Donc, mettez-vous en mode veille. Comprenez aussi quels sont les facteurs clés de succès. Alors, ce n'est pas des facteurs clés qui sont figés et ce n'est pas des facteurs clés qui sont les mêmes partout. Donc, regardez quels sont les profils dans les différentes organisations internationales, quel est le parcours qu'ils ont eu à faire et essayez de voir dans quelle mesure ça vous parle. Je parlais tout à l'heure de Amina Mohamed, donc vous voyez aussi qu'elle a eu un parcours qui est assez intéressant. Elle n'aurait pas forcément été quelqu'un considéré dans une autre organisation, que ce soit une de ces grandes fondations ou ONG. Donc, regardez aussi ce parcours-là, pas pour copier, mais pour vous dire déjà de une, c'est possible, et de deux, quelles sont les compétences que ces personnes-là mettent en avant dans leur manière de parler. Comme je le disais, on est vraiment dans une époque formidable où il y a énormément de matériel, de contenu qui vous permettent de connaître les gens sans forcément les connaître. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des interviews qui sont disponibles gratuitement et des gens qui ne sont pas forcément les top dirigeants, mais même le senior management ou même le middle management, parce que moi je sais qu'au Népal, par exemple, nos middle managers, quand ils vont en mission, ils s'expriment aussi dans les médias. Donc ça vous permet aussi de voir quel est l'air ambiant, quelles sont les compétences que ces gens-là mettent en avant pour aussi essayer de comprendre quel est le gap et comment, pour vous, vous allez fermer ce gap, comment vous allez développer les compétences qui peuvent vous manquer. On en arrive au personal branding. Aujourd'hui, la promotion personnelle. Comme je le disais, les réseaux sociaux, Internet, c'est un outil formidable. Il faut savoir l'utiliser. Aujourd'hui, si vous avez 3, 4, 5 ans d'expérience et que vous n'êtes pas sur LinkedIn, c'est inquiétant. Moi, si je reçois un CV, la première chose que je fais, mais ça c'est moi, je ne dis pas que c'est le processus normal, le processus, c'est pas du tout dans le processus à suivre, qu'on doit suivre quand on recrute, mais moi personnellement, quand je reçois un CV shortlisté, je vais aller regarder ce que disent les réseaux sociaux. Si je vais sur LinkedIn et que je ne trouve rien, déjà c'est inquiétant. Si je vais sur Twitter et que je ne trouve rien, voilà. Facebook, j'essaie aussi, même si je sais que les jeunes aujourd'hui, vous avez tendance à fermer vos Facebook ou à mettre des faux noms. Mais en tout cas, je trouve que c'est une opportunité manquée d'avoir une plateforme qui vous permet de faire votre propre publicité, bien sûr, sans mentir, mais vous présenter de la manière dont vous avez choisi. Donc, LinkedIn, utilisez LinkedIn. Mettez une photo, si possible. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui mettent des photos de fleurs.
Vraiment, je m'interroge. Au lieu de mettre sa propre photo, on a des gens qui mettent des photos de fleurs et c'est surtout des femmes. Quelqu'un m'a dit c'est pour éviter le harcèlement. Je vous assure que même si vous mettez une photo de poubelle, si vous mettez un prénom féminin, quelqu'un va venir vous envoyer un mail désagréable. Donc, préparez-vous à ça et puis prenez les mesures en conséquence. Évitez de ne pas mettre de photos. La photo professionnelle, moi quand je vois votre photo sur LinkedIn, je vous imagine en situation de professionnelle. Donc, si vous êtes à la plage, en débardeur, je veux me dire, cette personne-là, elle ne prend pas son travail sérieusement. C'est-à-dire qu'elle va venir avec ce même, peut-être pas en débardeur ou en bikini, mais avec le même état d'esprit de « ah, c'est la fête ». Si je vois une personne renfrognée qui fait la tête, déjà sur son profil, je vais me dire « ouh là là, cette personne, elle est mal lunée tous les jours, il faut faire attention ». Donc, photo professionnelle, vous vous présentez, la photo que vous mettriez sur votre CV et vous décrivez rapidement votre parcours. Ça donne aussi un sentiment d'assurance parce que si vous pouvez, en plus du CV que vous m'avez envoyé, mettre des informations qui sont similaires, vous pouvez les mettre sur un site public et vous avez vos collègues qui sont vos amis, ça veut dire que quelque part, votre parcours, il est véridique parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui vous envoient des parcours, on va dire, fabuleux, mais voilà, quand on commence à creuser, on se rend compte que en fait, il était assistant, et il a dit qu'il était manager, ou il dit qu'il a travaillé pour telle organisation, en fait, il était que sous-traitant d'un sous-traitant. Donc, c'est vraiment bien. Je vous invite à mettre votre profil à jour absolument sur LinkedIn. Deuxième chose, il y a aussi un site qui s'appelle Devex, D-E-V-E-X. Si vous êtes en recherche active d'emploi, mettez aussi votre profil là-dessus. C'est un site qui vous permet d'avoir accès à des offres d'emploi, que ce soit dans les organisations internationales, les grosses fondations, les grosses ONG, que ce soit pour des postes en Afrique ou à l'étranger. On en arrive à un sujet qui est un peu connecté, qui est le networking. Je disais la dernière fois, il y a quelques mois, sur Facebook, que pour chaque invitation que je reçois d'une femme sur LinkedIn, j'en reçois 10 venant d'hommes. Et sur ces 10 invitations que je reçois d'hommes, je reçois au moins 5, dès que j'accepte, je reçois au moins 5 requêtes. C'est-à-dire ce sont des gens qui se disent, elle a accepté mon invitation, donc elle va accepter de prendre 2 heures de son temps, 2 heures de sa vie pour revoir mon CV. Je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais parce qu'elle m'a accepté sur LinkedIn, elle va revoir mon CV. Il faut qu'on arrête ça. Déjà, il faut qu'on arrête, nous femmes, de ne pas envoyer des invitations sur LinkedIn. Il faut envoyer beaucoup plus d'invitations, surtout à des gens qui sont dans votre domaine. Et de deux, il faut savoir aussi que le networking, c'est comme une danse, c'est comme une drague. C'est quelque chose qui se fait de manière subtile. C'est-à-dire qu'on s'ajoute sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter. Moi, personnellement, je n'ajoute que des amis sur Facebook. Donc, si je ne vous connais pas, il y a très peu de chances que j'accepte votre invitation, mais c'est juste pour me permettre d'avoir un environnement voilà, personnalisé. Mais sur Twitter, je follow back quand je vois que le profil est intéressant. Sur LinkedIn, en général, j'accepte aussi les invitations des femmes. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça commence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se suivre, s'échanger, partager des informations. Et c'est vraiment, le networking, c'est d'abord donner avant de recevoir. Moi, dans ma petite carrière, j'ai une quinzaine d'années d'expérience. J'ai eu des gens qui m'ont rendu des services mais incroyables. Je me suis retrouvée dans des salles avec des gens où je me dis, mais je suis là, c'est grâce au fait qu'un jour, j'ai rendu un service à quelqu'un. Et cette personne, je lui ai rendu un service alors que souvent, ce sont des gens qui sont beaucoup plus seniors que moi. Je rends ce service, je prends mon temps, je leur rends ce service, je n'attends rien en retour. Souvent, ce sont des services que je pourrais facturer parce que bon, j'ai quand même un parcours où tout le début de ma carrière, ça a été de facturer mon temps. Donc, je sais exactement combien vaut 1 heure de mon temps. Je prends quand même de mon temps pour le donner à cette personne, pour rendre ce service, parce que je vois qu'on a des valeurs communes, on s'entend, et je me dis que cette personne, si elle avance, c'est bien pour la communauté, je n'attends rien en retour. Et le jour où moi, j'ai besoin d'un service, je suis moins gênée pour aller dire à cette personne, écoute, j'aimerais bien rencontrer des gens dans tel domaine, parce que je veux avoir...
Et ces gens-là m'ouvrent leur carnet d'adresses, mais d'une manière incroyable. Et à partir de là, c'est le même processus. On discute, on est en contact, on échange des idées, des informations, on voit qu'on est en phase. Et puis le jour où ils ont besoin d'un service, ils me demandent, je leur rends. Et puis moi aussi, le jour où j'en ai besoin, je leur rends. Donc vraiment, c'est ça. C'est pas forcément se dire, j'ai ajouté tel CEO sur LinkedIn et c'est bon. Je vais lui envoyer mon CV pour qu'il me trouve quelque chose. Personne ne va vous trouver quoi que ce soit. Personne ne va vous trouver quoi que ce soit. On s'ajoute, on se suit. Moi, le jour où j'ai besoin d'un expert dans un domaine particulier, je sais où les trouver. Je vais d'abord aller sur LinkedIn, je vais lui dire, écoutez, il y a cette offre d'emploi. Je pense que ton profil peut correspondre. En même temps, encore une fois, je ne donne pas de poste. Je veux dire, il y a cette offre d'emploi, je pense que ton CV correspond, va postuler. Et si ça passe, eh bien, tu vas être sélectionné par l'équipe qui s'en charge. Parce que moi, je ne suis pas la personne qui se charge du recrutement. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir le réseautage efficace. Et surtout dans l'échange d'informations, l'échange d'insights. Il faut aussi savoir, par exemple, que quand on postule à une organisation, il y a les informations qu'on peut trouver en ligne et il faut tout faire pour trouver toutes les informations en ligne disponibles. En plus de ça, je connais Verlaine Diane qui est aux Nations Unies. Je vais l'appeler, je vais lui dire, au fait, j'ai postulé pour telle position, dans telle direction. Qu'est-ce que tu peux me dire? Et dans les limites de la confidentialité, bien sûr, Verlaine peut me dire, ah oui, ce service-là, ils ont telle approche, est-ce que tu as vu cet article, ils ont publié tel truc, ils ont ça, ah mais tu connais une telle, en fait, elle travaillait là-bas avant. Donc, ça me donne des informations insight qui ne sont pas forcément des informations classifiées, mais des informations qui ne peuvent être connues que par des gens à l'intérieur. Donc, utilisez plutôt votre réseau pour ça. Utilisez votre réseau pour dire, écoute, quelles sont les compétences que je dois démontrer lors de ma candidature? Est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux me faire des dry interviews pour un poste dans une autre organisation similaire? Plutôt que de dire, ah, mais j'ai mon tonton qui travaille à la Commission de l'Union africaine, ou même bon, un gars qui me drague, il travaille là-bas, ben, je veux lui dire de faire pression. Non, il faut qu'on arrête ça. Vraiment, il faut qu'on arrête parce que ça manque vraiment peu de respect pour l'organisation. Ça montre peu de respect pour l'équipe et vraiment, c'est contre-productif. Donc, sachons bien utiliser notre réseau. Très rapidement sur le CV, le CV doit être le plus court possible. Je reçois des CV de personnes qui sortent d'école et des CV qui font déjà 10 pages. C'est hors de question. Donc, le plus court possible. Je sais que dans des univers comme l'Union africaine, on accepte des longs CV. Alors, on a mis une limite récemment pour nous, en tout cas, à 5 pages pour les gens plutôt seniors. Donc, vraiment le plus court possible. Je pense qu'en sortant d'école, on peut avoir très bien un CV d'1 page. Avec 7-8 années d'expérience, on peut faire tenir le CV en 2 pages. Donc, soyons le plus court possible, soyons clairs. S'il y a des trous, n'essayons pas de couvrir parce que c'est aussi une question de respect. Si vous savez que vous avez été hors du circuit de l'emploi pendant 2 ans pour X ou Y raison, n'essayez pas de le couvrir en ne mettant pas les dates, par exemple. Parce que moi, je vais le voir, je m'intéresse à votre CV, je vais le voir et je vais me dire que vous me cachez quelque chose ou que vous ne respectez pas mon intelligence. Donc, soyez le plus transparent possible, le plus clair possible. Vous mettez les dates, vous mettez votre âge, vous mettez vos nationalités, vous mettez les intitulés exacts de votre diplôme. Si c'est une licence, ce n'est pas la peine d'essayer de le faire passer pour un master. Si c'est un certificat, ce n'est pas la peine d'essayer de le faire passer pour un diplôme en présentiel. Donc, il faut faire ça. Il faut aussi que votre CV raconte une histoire. Quand je lis votre CV, je veux comprendre que ça va quelque part et que ce quelque part, c'est dans mon équipe. Donc, si vous avez eu plusieurs types d'activités qui ne sont pas forcément liées, mais que vous postulez pour un truc en particulier, essayez de faire le plus linéaire possible. Vous postulez pour un poste en communication, je n'ai pas forcément besoin de savoir qu'à côté, vous avez aussi lancé des services de babysitting, vous voyez. Voilà, vraiment, je donne des exemples, mais essayez d'avoir quelque chose de plus linéaire possible et de raconter une histoire. On en vient aux offres elles-mêmes. Alors, pour ce qui est des offres, il y a des programmes dont je voulais vous parler qui ne sont malheureusement pas aussi bien connus qu'ils devraient l'être.
Et le premier, c'est le African Union Youth Volunteer Program. Donc, c'est un programme dont la deadline est dans une semaine. Donc, vraiment, si vous pouvez regarder ça le plus tôt possible. Si vous avez jusqu'à 35 ans, non, jusqu'à 34 ans, parce qu'il faut avoir 35 ans à la fin de votre programme qui dure 1 an. Si vous avez entre 18 et 35 ans, si vous avez un passeport africain, où que vous habitiez, si vous avez un passeport africain, si vous êtes capable de travailler en Afrique pendant 12 mois, vous pouvez postuler. Si vous avez au minimum un bachelor, donc une licence, un master ou même une qualification professionnelle post-bac, vous pouvez postuler pour ce programme. Et vous allez être donc sélectionné, formé, vous allez avoir une session de onboarding avec la commission et à partir de là, vous allez être posté dans une organisation de l'Union africaine. Donc, ça vous fait déjà en soi une année d'expérience au cœur du système de l'Union africaine. Et en plus, souvent, ça vous permet de comprendre quelles sont les opportunités et à partir de là, de commencer à postuler. Et cette année d'expérience, elle vous sera toujours comptée comme si vous étiez un staff, en fait, à part entière. Un staff junior, mais un staff tout de même. Il faut savoir que, en tout cas, en ce qui concerne le NEPAD, on a beaucoup plus d'offres pour on va dire des gens qui ont à partir de, on va dire, 3 à 5 ans, 7 ans d'expérience. Donc, d'avoir déjà cette expérience-là au sein du système de l'Union africaine, plus d'autres expériences que vous avez, hein, on ne dit pas qu'il faut absolument que vous sortiez d'école. Ça nous permet aussi de dire, mais cette personne-là, on a travaillé avec elle, elle est bien, donc si elle postule, on va considérer sa candidature. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément vous recruter, mais ça vous donne aussi plus on parlait tout à l'heure du langage. Après 1 an, vous maîtriserez le langage. Donc, ça vous donne vraiment un head start, une avance par rapport aux autres. Il y a un programme similaire qui s'appelle le United Nations Volunteer Program. Donc, c'est quelque chose qui vous permet, c'est un programme qui vous permet de passer 6 à 24 mois dans un bureau des Nations Unies, que ce soit dans votre pays ou à l'étranger. Et c'est pour les jeunes entre 18 et 29 ans. Et en général, pour les postes, on ne vous demande pas plus de 2 ans d'expérience. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le United Nations Volunteer Program, ils prennent aussi en charge donc les frais médicaux, etc., de votre famille, donc de vos dépendants directs, c'est jusqu'à 3 personnes. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa si vous êtes jeune maman et que vous avez des enfants, vous vous dites, ah oui, mais je ne peux pas aller, j'ai mes enfants. Sachez que vous aurez pas un salaire, c'est une sorte de dédommagement. Je ne voudrais pas raconter de bêtises. C'est absolument pas un salaire. C'est quelque chose, c'est un émolument qui vous permet de vivre décemment dans le pays. Et je pense que c'est à peu près l'équivalent du salaire d'une secrétaire. Donc voilà, c'est pas la grande vie, mais en même temps, vous n'allez pas mourir de faim et vous avez l'assurance maladie pour vous et pour 3 de vos dépendants directs. Et comme je le disais, c'est 6 à 24 mois, donc c'est un très très bon plus pour votre CV. Maintenant, si vous êtes un peu plus senior, si vous avez entre 7 et 10 ans d'expérience, si vous êtes encore une fois ressortissant d'un pays africain, il y a le Mo Ibrahim Fellowship Program. Donc, c'est un programme qui a été développé par le milliardaire soudanais, j'espère ne pas dire de bêtises, Mo Ibrahim. Donc, vous êtes recruté dans le cadre de ce programme. Madhula, je dois accélérer, c'est ça? Oui, non, en fait, c'était juste, est-ce que tu peux dire sur le dernier nom du programme? Voilà, UN, ça a été précisé par Gladys. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, merci. On va pouvoir commencer les Q&A dans quelques minutes. Je te laisse terminer, on va commencer les questions-réponses si ça ne t'embête pas. Ok, je termine juste ça et puis je te redonne la parole dans 5 minutes. Donc, moi, Ibrahim, 7 à 10 ans d'expérience. Vous avez un master, il faut absolument avoir un master. Alors, ce qui est super intéressant pour les femmes, c'est que la limite d'âge, c'est 40 ans pour Mo Ibrahim Fellowship. Et si vous êtes une femme et que vous avez des enfants, la limite d'âge, c'est 45 ans. Donc, je trouve que c'est extrêmement bienvenu et c'est, je pense, aussi une best practice à généraliser partout.
Et donc, vous entrez dans ce programme, vous êtes sélectionné et Mo Ibrahim Foundation vous envoie maintenant dans une organisation internationale, que ce soit la BAD, les Nations Unies, donc le bureau à Addis, ou d'autres organisations des Nations Unies. Et en contrepartie, vous recevez une enveloppe pour l'année de 100 000 $. Pas mal. Vous pouvez postuler jusqu'au 14 août pour le Mo Ibrahim Foundation. Malheureusement, il n'y a pas, à mon avis, suffisamment de fellows francophones. Donc vraiment, si ça peut correspondre, si ça peut être pertinent pour vous, n'hésitez pas à postuler. Les opportunités, en plus de ça, elles se trouvent sur les sites même des organisations internationales. Je pense que vous devriez connaître le site des Nations Unies. Il y a un site pour l'Union africaine. Il y a un site pour le NEPAD. Ne négligez pas les rosters. Alors, les rosters, ce sont des mécanismes qui permettent de mettre des CV dans une base de données. Et quand il y a une opportunité, on peut aller piocher dans ces personnes-là, enfin, dans ces CV-là pour recruter des consultants. Inscrivez-vous pour ces choses-là. Inscrivez-vous pour... n'hésitez pas à postuler pour tout ce qui est proposition de collaboration avec des consultants individuels. Si vous êtes recruté en tant que consultant pour une mission de 3 mois, 6 mois avec une organisation du système de l'Union africaine, ça va vous être comptabilisé comme une expérience, plus ou moins comme une expérience au sein du système. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être la marche dont on parle pour vous permettre d'arriver à vos objectifs. Je vais parler de Devex, donc ça c'est bien aussi. Il y a aussi Awid, qui est un site spécialisé sur les organisations féministes et féminines. Donc il y a souvent des opportunités assez intéressantes, plutôt orientées organisations féministes et féminines, mais pas que. Donc n'hésitez pas à aussi mettre une alerte sur ce site-là, en plus de toutes les autres opportunités de collaboration si vous avez une organisation féministe ou féminine. Quand il vient au moment de postuler en soi, j'ai fait un post j'ai fait un fil sur Twitter que vous pourrez retrouver. Je pense que je vais donner le lien à la fin de la réunion. J'ai fait un lien sur Twitter qui donne vraiment plein d'indications sur comment postuler. C'est un lien, un fil en anglais. Je l'ai fait traduire. Une amie à moi l'a traduit en français et je l'ai posté aussi sur Facebook en français. Donc, je vais donner les 2 liens. N'hésitez pas à vraiment vous cibler les opportunités qui vous intéressent. La qualité compte mieux que la quantité. Quand vous avez une offre d'emploi qui vous correspond, vous allez le sentir. Vous allez le sentir dans votre estomac, in your guts, et vous allez vous dire, il faut absolument que je tente ma chance. N'hésitez pas à tout donner, même si vous devez prendre 1 ou 2 jours de congé pour travailler votre CV, travailler votre lettre de motivation, travailler votre connaissance de l'organisation si vous êtes appelé à un entretien, mais vraiment privilégier la quantité plutôt que la qualité. Comme je le disais, utilisez votre réseau efficacement. La dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de ressources. Encore une fois, il y a énormément de ressources qui sont disponibles gratuitement. N'hésitez pas. Google est votre ami eux. Pour moi, Google, ça doit être féminin. Donc, Google est votre ami eux. Je vais partager les notes et n'hésitez pas à partager vos questions ici et puis on pourra éventuellement continuer la conversation sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai tenu 4 minutes. Voici Madioula. Merci. C'est fabuleux, Fatih. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils avisés. Je pense que beaucoup de jeunes femmes et jeunes hommes se sont retrouvés et ont trouvé les réponses à certaines de leurs questions. Alors, je vais te soumettre quelques questions qu'on a reçues par email pour avoir ton retour dessus. Donc, la première question, c'est celle de Sherifa Liman qui a demandé quelles sont les questions qui reviennent généralement lors d'un entretien dans une organisation internationale et comment on peut se distinguer des autres candidats. Tu as répondu en partie, mais je pense que tu peux peut-être préciser un axe de la question. Ok, je vais répondre directement, comme ça je pense que ça va être plus clair pour tout le monde. Donc, il faut savoir que toutes les questions qu'on vous pose dans tout entretien d'embauche dans votre vie, à partir de maintenant jusqu'à la fin de votre vie, tous les entretiens d'embauche que vous allez passer, on va vous poser des questions qui entrent dans 3 catégories. Premièrement, est-ce que vous êtes capable de faire le travail? Donc, sachez démontrer que vous êtes capable de faire ce travail en particulier. Deuxièmement, est-ce que vous êtes motivé pour ce travail, pour cet emploi? Il ne faut pas oublier que pour recruter quelqu'un, c'est énormément de temps qui est investi, des ressources, de l'argent.
Et en général, on est toujours en retard pour les processus de recrutement. Donc, on ne voudrait pas recruter quelqu'un qui vient ici pour une mission permanente ou de 2 ans et qui s'en aille au bout de 2 semaines parce qu'il a trouvé quelque chose ailleurs. Donc, démontrer que ce boulot-là vous intéresse. Il y a quelque chose qui vous parle dans ce boulot-là. La troisième chose, c'est est-ce que vous êtes un bon fit? Est-ce qu'il y a un bon alignement entre vous et l'organisation? Est-ce qu'il y a un bon alignement entre vous et l'équipe? Donc, il faut aussi très bien se connaître. Donc, tout ça, vraiment, ça veut dire est-ce que je me connais bien et est-ce que je connais bien l'organisation? Je connais bien mes compétences, je connais bien l'organisation, j'ai retrouvé des informations sur ce que fait cette équipe-là et ça me parle et je serai un bon fit dans l'organisation et dans cette équipe-là. En plus de ça, n'hésitez pas aussi à réfléchir vraiment à ce que vous apportez dans une équipe. Donc, il faut aussi faire la démonstration de honnêtement, voici ce que j'apporte. Moi, dans l'équipe, je serai la personne qui va tout relire, qui va faire les peer reviews des documents de mes collègues, qui va rien laisser passer, qui va être vraiment très carré. Donc, je sais que j'apporte ça. Si c'est ça que vous cherchez, je suis un bon fit. Il ne faut pas essayer de chercher à dire ce que le recruteur veut entendre. C'est vraiment la pire des choses à faire. Si je suis la personne qui est plutôt celle qui a toujours de nouvelles idées, qui a toujours la pêche, qui est toujours quelqu'un qui a de l'entrain, je dois aussi le dire. Si ce n'est pas ce qu'on cherche, si on trouve que dans l'équipe, il y a déjà plein de rêveurs et qu'aujourd'hui, on cherche quelqu'un de plutôt carré parce que c'est aussi ce que demande le poste, eh bien, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas un bon fit. Donc, est-ce que je suis compétente pour le job? Est-ce que je suis motivée pour le job? Est-ce que je suis un bon fit pour ce job? Donc, ça, c'est les questions génériques. Maintenant, pour l'organisation internationale en elle-même, on sait que ce sont des environnements qui attirent des profils, tout type de profil. Donc, pour éviter qu'on se trompe, on va aussi chercher à comprendre est-ce que cette personne comprend ce qu'on fait. Est-ce qu'elle n'est pas juste venue parce qu'il y a de la lumière, parce qu'elle s'imagine que la diplomatie, c'est les robes de cocktail et les soirées glamour. D'ailleurs, je vous dis, ce n'est pas du tout le cas. C'est beaucoup moins glamour qu'on s'imagine. Moi, je portais beaucoup plus de robes de soirée quand j'étais dans le conseil que depuis que je suis à l'Union africaine. Mais bon, c'est pas du tout glamour, c'est au contraire, voilà, c'est tout à fait le contraire. Mais on veut essayer de filtrer ces gens-là. Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes à même de vous adapter à notre culture qui est assez spéciale? Donc, c'est vraiment ce qu'on va essayer de retrouver dans la discussion qu'on aura. Et n'oubliez pas surtout, l'entretien d'embauche, c'est une communication à 2 sens. Évitez d'essayer de donner les réponses que les personnes veulent et essayez de venir en situation d'infériorité. Vous êtes là parce que votre profil a retenu l'attention, parce qu'on se dit qu'on peut avoir quelque chose de vous. Donc, allez-y vraiment en toute dignité et à pied d'égalité, avec tout le respect. Bien sûr, je ne dis pas de venir arrogant, de s'asseoir comme ça et de mettre les pieds sur la table. Non. Venez, vous parlez à vos futurs collègues. Expliquez-leur pourquoi ils ont ou elles ont envie de travailler avec vous. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, je vais fusionner 2 questions, celle de Thérèse Connet et de Rokia Doumbia, qui ont demandé dans un premier temps est-ce que c'était facile d'intégrer une organisation internationale en étant une jeune diplômée? Et puis, dans un deuxième temps, quels étaient les domaines d'études privilégiés? Ok. Donc, facile, je ne dirais pas, parce que ce sont des postes qui sont très prisés. Et ils vont être de plus en plus prisés parce qu'on a tendance à faire beaucoup plus de publicité et nous, on veut faire encore plus de publicité. Sachez que contrairement à un job pensez à la plus grosse boîte de votre pays et au poste qui vous fait le plus rêver dans cette boîte-là, contrairement en général aux candidats dans cette configuration qui seront peut-être tous les candidats qualifiés dans votre pays, peut-être quelques-uns de l'étranger, mais principalement des gens de votre pays, vous êtes en concurrence ici avec des gens de partout dans le monde, dans le cadre du système des Nations Unies et de toute l'Afrique, y compris la diaspora, dans le cadre d'un poste à l'Union africaine. Donc, il y a, on va dire, un taux vraiment de réussite très, 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 très faible. Quand on publie une offre d'emploi, on reçoit... en tout cas pour les processus auxquels moi j'ai été invitée à participer, on reçoit entre 200 et 500 candidatures pour un poste. Donc ça fait 0,2% de chance. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi beaucoup cibler et il faut construire un profil qui soit en ligne avec la proposition du poste.
Donc ça, c'était la première partie de la question. Il y avait une deuxième partie ou c'était juste ça, Majula? Oui, quels sont les domaines d'études qu'il faudrait avoir fait? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a toutes les fonctions, pratiquement toutes les fonctions sont représentées. Chez nous, on a un directeur financier, on a des comptables, on a un service juridique. D'ailleurs, on recrute même des juristes dans les équipes de projet. On a même un facility manager, quelqu'un qui s'occupe de gérer le bâtiment. Bon, il n'a pas énormément de boulot maintenant vu qu'on est en confinement. Quoique, c'est vrai, au contraire, non, pardon, il a beaucoup de boulot parce qu'il doit désinfecter très régulièrement, faire désinfecter très régulièrement les locaux. Donc, non, autant pour moi. Donc, il y a vraiment tous les métiers qui sont représentés. Donc, évitez de vous demander quelles sont les formations qui vous emmènent à ça. Demandez-vous plutôt qu'est-ce qui vous fait battre le cœur, qu'est-ce qui vous intéresse. Selon votre parcours, où est-ce que vous pensez que vous avez une réflexion qui peut apporter un plus? On a besoin d'infrastructures. Nous, l'Afrique a besoin d'infrastructures. On a un service infrastructure. Est-ce que vous, dans ce que vous faites, vous avez une approche qui peut être développée, qui peut être unique à vous-même et qui puisse nous dire, mais écoutez, moi, si je prends ma formation en sociologie et si je m'intéresse un peu plus aux infrastructures et à l'urbanisme, il y a quelque chose que je peux développer sur l'impact des plans d'urbanisme sur tel groupe de la population, telle population vulnérable. Et il y a des offres d'emploi qui vont venir, qui vont parler de ces sujets-là et auxquels vous pourrez postuler, vous allez vous mettre en pole position. Donc, on ne peut pas vraiment avoir one size fits all. C'est vraiment par rapport à votre parcours et à ce qui vous fait vibrer. Voilà. D'accord. Nadia demandait très spontanément, est-ce qu'il est plus simple d'intégrer une organisation internationale avec un master ou plutôt un doctorat? Ah, c'est la question à $1 million. Moi, j'ai toujours dit que le doctorat, c'est pour la recherche. Si vous voulez faire de la recherche, faites un doctorat. Quand je regarde mon équipe, j'ai une équipe d'environ une trentaine de personnes. Si j'inclus aussi les personnes externes, donc qui ne sont pas vraiment rémunérées par nous, mais par des mécanismes un peu particuliers. Sur les 30 personnes, il doit y avoir peut-être 5 docteurs maximum, vraiment maximum. Et ça, c'est vraiment parce qu'ils sont venus sur des sujets très particuliers où on a besoin de démontrer de l'expertise. Mais si je regarde, moi je suis superviseur de division, je regarde les gens qui me reportent directement, donc les superviseurs d'unité, il n'y en a aucune qui a un doctorat. Moi j'ai 5 unités, aucune n'a un doctorat. Mes pairs qui sont chefs de division, donc ils sont 4, il y en a une qui a un doctorat et les 2 autres n'en ont pas. Il y en a un qui est en train de le faire parce que c'est quelqu'un qui est très curieux, il a un domaine qu'il veut approfondir. Voilà, donc si vous avez envie de faire un doctorat, encore une fois, allez-y, faites-le. Mais c'est pas forcément, ça va pas vous nuire, hein, mais c'est pas forcément la voie royale. Regardez encore une fois, faites de la veille. La veille, ça inclut aussi aller dans les offres d'emploi individuellement. Ça, c'est un boulot. Je vois ce boulot-là qui est, moi j'ai 2 ans d'expérience. Je vois ce boulot-là qui requiert 10 à 15 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'on demande dans ce boulot-là? Quelles sont les qualifications qu'on demande pour un poste comme ça? Vous voyez? Donc, quand j'ouvre, si vous ouvrez, par exemple, moi, actuellement, je suis pour raconter ma vie, hein, mais je suis sur un poste qui n'était pas encore officiel et qui maintenant est officiel. Donc, je dois postuler à mon propre poste. Donc, je vous parle aujourd'hui, mais moi-même, je suis dans un processus de recrutement pour me confirmer à mon poste. Donc, c'est un processus ouvert. Et donc, l'offre d'emploi a été postée. Actuellement, elle est en ligne et on demande un master ou alors un PhD. Mais c'est-à-dire qu'avoir un PhD ne veut pas forcément vous donner plus de chance par rapport à quelqu'un qui a un master. Et souvent, les postes qui sont publiés chez nous pour mon niveau P5, c'est master ou PhD. Voilà. Donc, il vaut mieux faire un bon master dans un domaine qui vous intéresse et puis construire son parcours avec des expériences qui fassent sens et qui vous créent une expertise plutôt que de se dire je vais aller faire un master, pas parce que ça m'intéresse, mais parce que ça va m'ouvrir plus d'opportunités pour aller ensuite travailler dans des programmes ou dans le système des Nations Unies. Après, je ne cache pas que une fois que vous avez un doctorat, tout le monde vous appelle docteur. Hein. C'est chouette aussi. Hein. Tu as très bien répondu à la question de Raïcha Ouro qui justement demandait comment est-ce qu'on s'adaptait, enfin comment faire lorsque le profil recherché pour le poste
est différent des études de la formation universitaire. Donc, Raïcha, si tu écoutes, Fatih vient juste de répondre justement en mettant l'accent sur la veille, en mettant l'accent au préalable aussi sur le volontariat, le bénévolat, essayer de structurer son CV autour de l'offre ou du poste souhaité. Il y a une autre question d'Ariel Eissi qui a demandé quelle était la limite d'âge pour les bénévolats et les volontariats. Le bénévolat, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. C'est vraiment une culture qui est très courante, par exemple, en Amérique du Nord, où en plus de mon boulot, de ma petite vie, ma petite famille, je donne aussi à la communauté. Donc, soit je donne de l'argent, soit je donne de mon temps, soit je donne des deux. Donc, on voit même des gens qui sont à la retraite et c'est à ce moment-là qu'ils s'investissent le plus dans le bénévolat. Donc, vraiment, pour ce qui est du UN Online Volunteer Program, n'hésitez pas, il n'y a absolument pas de limite d'âge. Après, pour le volontariat de AU, celui dont j'ai parlé, le processus qui permet d'être pendant 1 an dans une institution, c'est jusqu'à 35 ans. Alors, il faut avoir 35 ans. Donc, il faut avoir 35 ans moins 1,5 ans. Donc, il faut avoir grosso modo 33 ans et demi pour postuler. Voilà. Et puis, pour les Nations Unies, je pense que c'est 29 ans. Mais on va partager les liens et puis les gens iront voir. Voilà. Parfaitement. Alors, on arrive presque à la fin, donc je vais prendre une dernière question qui était dans le fil de l'actualité. C'est Kaïfa qui demandait, quand on n'a pas été dans une grande école renommée, peut-on tout de même réussir à travailler à l'international? Moi, je vais vous décomplexer tout de suite. Si vous avez un master, on va compter que vous avez un master. Et que ce master soit un master en ligne, d'une université ou qui soit un master de Harvard Public School, vraiment, c'est la même chose. Enfin, après, je pense que vous n'aurez pas forcément les mêmes compétences quand vous allez venir en entretien. Mais pour ce qui est de la première étape, qui est de la sélection et de dire elle a un master, elle n'a pas un master, on va regarder le fait que vous ayez un master d'une institution habilitée à délivrer un master. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et puis, le reste, vraiment, n'ayez pas de complexe. Hein. Absolument pas. Merci infiniment. Alors, une dernière question et puis on te libère. C'est la question de Alexandrine qui disait qu'elle était française et se demandait si elle avait la possibilité de travailler pour une organisation africaine en étant française. Alors, si elle est française et qu'elle a une nationalité africaine, ou la possibilité de réclamer une nationalité africaine, oui, mais sans nationalité africaine, l'Union africaine, c'est comme toutes les autres organisations régionales, comme l'Union européenne. Voilà, il faut être ressortissant de l'espace en question. Mais après, il y a aussi d'autres opportunités. Hein. Il y a des fondations, il y a des ONG. Voilà, il y a les Nations Unies qui sont pour tout le monde. Voilà. Merci infiniment, Fatih. Donc, on arrive à la fin de notre discussion. C'était très enrichissant. Je pense que les participants ont beaucoup apprécié ton intervention. En tout cas, on a eu beaucoup de questions et tu as couvert pas mal de questions avant même que je les pose. Donc, c'est vraiment super. Alors, je tiens à signaler à tous les participants, encore répété Fatih à plusieurs reprises, une note récapitulative sera diffusée avec les bons liens, notamment une redirection vers le fil sur Twitter où Fatih a abordé justement le sujet du recrutement dans les organisations internationales qui a été traduit et disponible aussi sur Facebook. Donc, on va vous communiquer tout ça par mail. Et puis, on vous invite également à visiter le site Zahara Dreams si vous êtes intéressé par les différentes opportunités. Également, vous signaler en début de call, Verlaine l'a précisé, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas entendu, il y a un programme de mentorat francophone qui est aussi mis à disposition par la plateforme et qui repose vraiment sur l'idée de mettre en relation des jeunes femmes en quête de conseils et avec des femmes qui sont déjà établies professionnellement et qui peuvent retransmettre un petit peu leur expérience et surtout faire le suivi. Donc, toutes les informations seront partagées avec le Google Form où vous pourriez vous inscrire. Et également, il y a l'application Mighty Network
Ça va être aussi communiqué par email, que vous pouvez rejoindre si vous souhaitez poursuivre les discussions, mais aussi vous connecter entre vous. Je pense que c'est très important, comme l'a apprécié de participer à cet élan de solidarité. Vraiment, les choses commencent avec vous, avec nous, et ne pas toujours attendre des lumières de l'extérieur, mais surtout essayer de faire autour de soi et retransmettre, partager les opportunités, etc. Donc là, on a la fin de cette discussion. J'aimerais vraiment vous remercier tous individuellement. Fatih, merci pour ton temps, merci pour tes conseils, tes lumières. On est vraiment hyper heureux, c'est très utile. Et puis, je vais vous demander à tous de unmute vos micros ou vos caméras et de dire Fatih, de la remercier chaleureusement. Et voilà, n'hésitez pas à la suivre sur Twitter. Je pense que Fatih diffuse un contenu très intéressant sur Twitter tous les jours. Donc, n'hésitez pas à la suivre pour avoir plus d'informations et aussi engager des conversations par la suite. Voilà, merci à vous et à très vite. Restez connectés, il y aura d'autres conversations sur des thèmes différents qui peuvent vous intéresser et vous permettre de vous épanouir dans vos domaines respectifs. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fatih. Merci, Fatih. Merci à tous. Merci. C'était super. Merci. Très intéressant. Merci. Merci, Fatih. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Bonne chance à tout le monde. Merci. Merci, maman. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est très bien, Sarah. Merci beaucoup, Fatih. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.